choix. La bilingue, comme disait Feu Abdelkbir Khatibi, n'est-elle pas notre condition postcoloniale? Du moins, nous qui sommes préformés par le monde du langage islamique, cependant formés dans une culture autre. Je vous remercie de votre attention. Si Tariq, tfadl. Bismillahirrahmanirrahim. Merci de cette introduction. Moi, j'aimerais commencer par remercier la librairie El Kitab de l'organisation de toute cette visite, de ces 2 jours. Vous remercier infiniment d'être aussi présent. Et effectivement, ça fait 23 ans que je n'étais pas revenu en Tunisie, et donc l'accueil que j'ai reçu depuis, enfin même avant de venir en fait, fait chaud au cœur, et j'aimerais saluer ce que vous avez réussi déjà à entreprendre depuis plus d'1 année. C'est pas facile, la route est encore longue, mais ce que vous avez déjà fait est important. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que 15 minutes pour la série de 7 questions en une phrase, et ça demanderait un long temps de discussion. Mais simplement en termes d'introduction, 3 points que je voulais mettre en évidence. Dans le livre sur le réveil arabe, dans sa relation avec l'islam, je mets en évidence que les sociétés arabes, pas simplement la Tunisie, mais toutes les sociétés arabes, sont dans le grand danger de la polarisation, et d'une polarisation instrumentalisée, parfois pour des raisons qui sont bonnes, mais qui deviennent de mauvaises raisons quand elles sont instrumentalisées dans le cadre politique, et qui rendent les choses extrêmement difficiles quand on y ajoute ce que vous avez mis en évidence dans votre introduction, une espèce de passion qui rend sourd, une espèce de surdité dans le débat. On reste à la surface des choses et on n'en vient pas aux discussions de fond. Et on en arrive à des situations, comme je le vois ici en Tunisie, mais comme je l'ai vu aussi en Égypte. Ça fait des années qu'on est dans une espèce de débat un tout petit peu stérile, où chacun des 2 camps ne trouve sa légitimité que par l'existence de l'autre. C'est-à-dire que les laïcs sont bien parce qu'il y a des islamistes qui sont rétrogrades, et les islamistes sont les garants de la tradition parce qu'il y a des laïcs qui deviennent de plus en plus athées ou promoteurs de la... Et puis on n'entre pas du tout dans un débat critique. On ne trouve sa légitimité que par la diabolisation et la création d'un autre qui nous justifie sur le champ politique, mais qui ne nous permet pas de discuter vraiment. Que proposez-vous au fond pour la Tunisie? Quel est votre projet social? Quel est votre projet politique? Ça, ce sont les vraies questions. C'est pas de savoir... moi, quand j'entends en France que la Tunisie est en danger parce que quand vous êtes dans les rues de Tunis, il y a de plus en plus de femmes qui portent le foulard, ça m'en dit beaucoup plus sur la pauvreté du débat français que sur la réalité de l'avenir de la Tunisie. Mais malheureusement, certains en Tunisie commencent à importer, à être colonisés par ce discours, et dans les 2 sens, il faut en sortir. La deuxième des choses me paraît être une question de méthodologie. Quand on pose des termes comme ceux-ci, ils sont chargés à plusieurs niveaux. Ils sont chargés idéologiquement, ils sont chargés historiquement, et on ne peut pas ne pas passer par la définition des termes. Alors évidemment, vous avez mis en évidence qu'est-ce que c'est que l'islamisme, et vous savez qu'il y a parmi les islamistes des gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser islamisme et qu'il faut utiliser musulman, et que vous avez une compréhension du terme qui est polysémique, et que de ce point de vue-là, on doit faire très très attention à de quoi parle-t-on. Après le 11 septembre, islamisme a voulu dire la violence radicale, la violence extrémiste. Même un livre qui a été un best-seller en Angleterre s'appelle « The Islamist ». Ça veut dire l'islamisme comme On a même vu des gens qui nous ont annoncé dans les années de 80 que c'était la fin de l'islamisme. Et quand on leur dit vous êtes un tout petit peu trompés, mais ils nous disent non, l'islamisme d'aujourd'hui c'est pas le même de celui, c'est plus l'islamisme. Donc on ne sait plus très bien ce que c'est, quand ça a commencé, quand ça a fini. Et puis sur la question de la laïcité, à côté d'une autorité telle que Jean Bobéro, je le laisserai dire ce qu'il fait depuis maintenant des décennies en fait, c'est à l'adresse de la France de distinguer la laïcité
idéologique de la laïcité telle qu'elle doit être comprise dans son évolution, pas comme elle est utilisée par certains pour la transformer en combat contre la religion, ce qu'il a lui-même d'ailleurs apparenté à une espèce de fondamentalisme ou d'intégrisme dans le rapport à la laïcité. Il faut faire ce travail-là dans ce débat-là. Et puis, la troisième des choses que j'aimerais mettre en évidence dans l'introduction, c'est que nous sommes obligés de nous armer d'une pensée critique qui va questionner. On a le devoir et le droit de questionner tous les positionnements idéologiques, mais il y a aussi des conditions à cela. C'est-à-dire qu'il faut dépassionner ce débat-là, il faut en considérer les contours en termes de terminologie, en termes de substance et en termes d'objectifs. Alors la première chose que je voulais mettre en évidence sur la question de la pensée critique, c'est déjà sortir de ce débat tel qu'il nous est présenté que quand on est laïque, on est forcément démocrate et libéral, et quand on est islamiste, on est forcément arriéré et antidémocrate. Ces espèces de polarisations-là, telles qu'on les entend, et qui viennent dans certains milieux, malheureusement en Tunisie, il faut les briser. J'ai rencontré des Tunisiens laïcs qui ont soutenu la dictature. Et j'ai rencontré des islamistes qui étaient pour la démocratie. Et bien avant qu'on en parle de la façon dont vous en parlez aujourd'hui. Donc il faut sortir de ces schémas qui mettent les islamistes d'un côté d'une référence islamique rétrograde et conservatrice, tellement conservatrice sur le plan moral qu'elle ne pourrait pas être démocrate sur le plan politique. Et il faut sortir de cette idée qu'il suffit d'être laïque au sens de libéral religieusement pour être libéral politiquement. C'est pas pareil. On peut être très libéral religieusement et très dogmatique politiquement. Très rapidement, en acceptant très rapidement la rhétorique qu'on a eue parmi tous les dictateurs. Les dictateurs, c'était vrai en Égypte, c'était vrai en Tunisie, on disait « mieux vaut moi le dictateur que ces fous islamistes ». Et on nous a vendu ça pendant des années, ça a valu la prison et la torture à certains, et aujourd'hui, on doit sortir de cela. Donc si on en sort, ce n'est pas pour qu'après qu'on soit sorti de la dictature, qu'on revienne et qu'on passe son temps dans la polarisation. Donc le but de ce que je dis dans le livre, la 3e et 4e partie du livre, c'est de dire l'un des objectifs, il faut sortir de la polarisation superficielle, sortir des faux débats en posant les termes du débat. Et j'insiste sur deux choses. La terminologie est importante parce que la terminologie, c'est définir les termes. De quoi parle-t-on quand on parle de cela? Et ensuite, poser les termes du débat, c'est comment on voit le monde, comment on perçoit les choses. Donc je fais les termes, c'est pour comprendre les mots. Les termes du débat, c'est comment on comprend le monde, comment on comprend les questions politiques de l'heure. Et moi, ce que j'aimerais mettre en évidence par rapport à ça, c'est que par rapport à ce premier débat, la première dimension de ce rapport à l'islamisme, c'est déjà de comprendre que oui, même dans la tradition musulmane récente du XXe siècle, à un moment donné, dans les prisons égyptiennes, nous sommes dans les années 50, il y a une vraie question. Il y a une question de ceux qui se sont opposés à la présence britannique sous la colonisation et qui ont pensé qu'ils allaient libérer le pays et qui se retrouvent dans les geôles de Nasser. Or, Nasser est musulman de religion, mais il est oppresseur politiquement. Comment faut-il l'appeler? Il y a un mouvement qui va dire il est plus musulman. Un homme qui est un dictateur et puis ma yahkum bima anzalallah fahuwa kafir. Il est sorti. Et on a eu ce mouvement du takfir, qui était de sortir tous ceux qui politiquement n'avaient pas une attitude. Et parmi les frères musulmans à cette époque-là, il y en a d'autres qui ont dit non. Nous sommes tous musulmans, mais nous qui sommes en prison maintenant, on a un projet social et on a un hadaf siyasiya, on a des objectifs politiques. Et il dit « Nahnu muslimoun wa nahnu hahuna fi sijn islamiyoun ». Et c'est de là que vient le terme ensuite de islamiste au sens nous avons un projet politique. Donc normativement et même théologiquement, c'est important ça, théologiquement et légalement. Quand vous déterminez que tout le monde est musulman, si vous revenez à l'histoire du fiqh, la relation aux musulmans, elle est basée sur des contraintes très très claires du point de vue de l'attitude sociale. Donc moi j'ai aucun problème à parler d'islamiste à partir du moment où j'entends par islamiste celle ou celui qui a un projet social et politique qui va du rapport à sa société au rapport à l'État et qui veut, et c'est ça c'est une des questions qui est très importante dans ce que vous avez posé, qui veut que le référent islamique ait une influence sur la gestion de l'État.
Comment il va avoir une influence? Toute la question, elle est là. Quel type d'influence? Est-ce que c'est une influence dogmatique qui s'impose par le haut, ou est-ce que c'est une influence éthique qui peut orienter les prérogatives de l'État? C'est toute la différence. Et donc là, déjà, on part de la norme. Quant à la question de la laïcité ou des laïcs, l'idée qu'on ne sait pas, parce que là encore, il y a des musulmans, ils répondent à cette question de façon totalement simpliste. Ils disent la laïcité, c'est distinguer l'Église de l'État. Or, comme en islam, il n'y a pas d'église, donc on ne peut rien distinguer. Donc on ne va pas faire la séparation. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité de la laïcité, c'est distinguer deux ordres d'autorité. Deux ordres d'autorité. Il y a un ordre d'autorité dans la religion qui peut venir d'en haut, c'est-à-dire ce que l'on a, nous, dans quoi? Al-Aqida, la foi, et les éléments de la foi, Al-Ibadat, dans tout ce qui est la pratique. Et dans ces éléments-là, l'autorité, elle vient d'en haut pour la musulmane et le musulman, sami'na wa ata'na, c'est-à-dire on comprend que c'est comme ça qu'on va suivre. Ça, c'est une des dimensions. Mais dans toute la dimension politique, il y a, dès l'origine, dans la tradition musulmane, une autorité qui est négociée. Toute la conception de la shura au départ, c'est de dire, il y a de ce point de vue-là un espace d'autorité qui doit aller du bas vers le haut, c'est-à-dire le peuple qui décide de son autorité politique. Et d'ailleurs, même dans la personne du prophète, il y avait une distinction. Un homme qui va vers lui à Ghazouat Badr, il lui dit, cette opinion-là, là où nous sommes, c'est ton opinion ou c'est une révélation, ton opinion? Il dit, non, c'est mon opinion, donc ça, c'est pas bon, on n'est pas au bon endroit. Il dit deux choses, il dit, si ça vient de Dieu, dans l'ordre de Dieu, j'ai rien à dire. Mais si c'est ton opinion dans l'ordre des hommes, mon opinion vaut la tienne. Donc il conteste l'autorité de l'homme d'État dans la stratégie. Nous n'avons pas de problème avec ça. Le problème, il est ensuite de rentrer dans le vrai débat. Et ce vrai débat-là, il est aujourd'hui d'écouter et de comprendre les traditions de l'islamisme contemporain à partir du XXe siècle. Alors déjà une chose, il n'y a pas qu'un seul courant islamiste, il y a différents types d'islamistes. Et ça, il faut déjà commencer par le dire. Il faut commencer par dire qu'il y a des gens qui sont, de ce point de vue-là, littéralistes. Ce que vous avez aujourd'hui, la naissance d'un type de salafi très littéraliste. Et puis vous avez des gens qui sont des réformateurs, qui disent au cœur de notre démarche, il y a l'ijtihad, qui est la critique et le rapport déterminé au contexte qui doit nous faire réfléchir. Cette dimension du hadith du prophète qui dit qu'il y a un... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas le texte qu'on va changer, c'est notre compréhension des choses. Donc on ne reste fidèle que quand on évolue. Et donc il y a des courants islamistes, et aujourd'hui ici en Tunisie, vous avez ceci, vous avez cette réalité-là, et il faut l'entendre. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que les mouvements islamistes sur les 100 dernières années, si on prend leur histoire, ont beaucoup évolué. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'ils étaient dans un contexte particulier. Il y a un discours qui était tenu contre les colons. Il y a un discours sur la notion même de « Dawla al-Islamiyya ». Et Dawla al-Islamiyya en 1930, en 1940, quand elle est dit, elle est par opposition à la présence du colon. C'est notre identité contre votre présence. Et qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus une évolution qui va vers dire et Dawla al-Madaniyya. Alors l'état civil tel qu'il nous est présenté par certains islamistes aujourd'hui, c'est là où il faut poser la vraie question. Qu'entendez-vous par état civil? Quel type de relation avez-vous avec la référence islamique? Est-ce que c'est une référence dogmatique ou est-ce que c'est une référence éthique, c'est-à-dire qu'elle a un cadre? Et là, on rentre dans une troisième dimension, qui est une dimension sur laquelle, en tout cas, une société majoritairement musulmane, la Tunisie est une société majoritairement musulmane, donc le référent religieux, vous ne pourrez pas le jeter. Il faut composer avec, et il faut composer dans le respect de la diversité des tendances. Il faut composer avec. C'est le destin de la Tunisie. On ne fera pas sans le référent musulman. Je l'ai toujours dit en France et en Europe, j'ai dit, si vous voulez éliminer le référent musulman d'une société majoritairement musulmane, vous ne pourrez le faire que par la dictature et la mort. Mais si vous êtes une société véritablement démocratique, il faut composer avec. Et composer avec, c'est poser les vraies questions. Qu'est-ce que ce sera, ce référent? Et là, il y a un terme qui est très important. La dimension de la charia. Et là aussi, c'est l'épouvantail que l'on utilise. Je suis désolé, encore une fois, il y a plusieurs façons de comprendre la référence à la charia, parce qu'il y a différentes lectures également.
Et donc, de ce point de vue-là, j'aimerais